Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 59e anniversaire d'indépendance ce 30 juin pour la République démocratique du Congo. L'occasion pour la population d'interpeller l'État sur les défis à relever. Des Congolais qui expriment de vives inquiétudes sur la situation sécuritaire. Le Kenya s'attaque à sa masse salariale. Pour le gouvernement, il faut dompter la masse salariale croissante dans la fonction publique que beaucoup considèrent être à l'origine de la faiblesse de la croissance économique. Un prix plancher du cacao en Côte d'Ivoire, un prix de 2600 $ la tonne à compter de la campagne 2020-2021 pour assurer une meilleure rémunération aux jeunes planteurs notamment. La République démocratique du Congo célèbre ce dimanche son indépendance, une fête nationale loin d'être suivie sur toute l'étendue du territoire et pour cause. Elle intervient quelques jours après les violences communautaires perpétrées dans la région de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Le président Félix Tshisekedi a d'ailleurs décidé d'annuler cette année le traditionnel défilé militaire. Reportage entre correspondants commenté par Jacques Amboka. Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, les activités tournent au ralenti. La psychose due aux violences interethniques entre les tribus Ema et Landou qui ont eu lieu à Djungu à une centaine de kilomètres est bien perceptible au grand marché de Bunia. Alors que le pays commémore ce dimanche 30 juin son 59e anniversaire d'indépendance, l'insécurité est décriée par la population. Le chef de l'État arrive. Nous sommes dans l'insécurité. Comment pouvons-nous penser au 30 juin quand on sait que nous ne sommes pas en sécurité? Nous demandons au chef de l'État de rétablir la paix. Ainsi, nous allons bien commémorer la fête de l'indépendance. Les conflits sont à la base de plusieurs déplacés. Dans ce camp de la colline de l'Institut supérieur pédagogique, ce sont des centaines de déplacés qui ont trouvé refuge. Malgré l'aide apportée par l'ONG catholique Caritas, les conditions de vie sont très précaires. Le retour à la paix est le vœu de tous. Mais globalement parlant, pour le moment, nous avons sur les sites de l'ISP 10 000 personnes. Mais si nous prenons globalement sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, présentement la situation de la guerre nous a ramené à plus de 400 000 déplacés. C'est dans cette ville sous psychose que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va passer son premier 30 juin en tant que président de la République. Chercher les voies et moyens pour réconcilier les deux ethnies, c'est la mission du chef de l'État qui, par ailleurs, s'adressera à la presse ce dimanche 30 juin. Le gouvernement kényan va, à partir du 1er juillet, proposer des contrats de 3 ans aux salariés du public au lieu du très populaire contrat permanent. Objectif pour l'État, réduire la masse salariale publique de 35%, soit une économie de 800 millions de dollars par an. Les précisions de Nelly-Claude Ebessa. Le gouvernement kényan se mobilise pour réduire l'élargissement de sa masse salariale. Passé de 5 milliards de dollars en 2014 à 7,1 milliards de dollars actuellement, la masse salariale du pays devrait atteindre 7,6 milliards de dollars en 2020. Les autorités ont entrepris de mettre fin à l'embauche de fonctionnaires au statut permanent. À compter du 1er juillet 2019, les nouveaux venus dans la fonction publique seront embauchés sur des contrats renouvelables de 3 ans. En embauchant un contrat, nous voulons réduire le nid de confort afin que les personnes soient retenues en fonction des performances. Cette disposition ne consiste pas à réduire les salaires, mais à gérer la masse salariale pour la rendre durable. Le changement de politique vise à atténuer la pression de la masse salariale grandissante, tant en termes de salaire que de pensions pour les fonctionnaires retraités. Les partenaires au développement avaient averti que la masse salariale du Kenya atteignait des niveaux alarmants, ce qui laissait un espace budgétaire restreint pour les investissements publics. L'offre d'emploi pourra alors permettre la reconversion de nombreux cadres qui veulent quitter l'administration publique. Une telle initiative va réduire fortement la masse salariale. Le budget de fonctionnement à l'échelle représente quasiment près de 75%. Peu de ressources additionnelles qui sont consacrées à l'investissement. Rappelons que le Kenya n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Est à vouloir maîtriser la masse salariale. La Tanzanie a éliminé les travailleurs fantômes et a réussi à ramener la masse salariale à 247,2 millions de dollars en 2019 contre 248,6 millions de dollars en 2018.
La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, a annoncé en début du mois l'instauration d'un prix plancher à compter de la campagne 2020-2021. Une mesure qui, pour le gouvernement, est censée garantir une meilleure rémunération, notamment des jeunes planteurs. Une décision historique saluée par les acteurs de la filière, mais qui soulève dans le même temps un certain nombre d'interrogations. Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement ivoirien veut miser davantage sur la jeunesse pour promouvoir la culture cacao. En Côte d'Ivoire, la moyenne d'âge des producteurs tourne autour de 50 ans en raison de la préférence des jeunes exploitants pour la culture de spéculation plus rentable, comme l'anacarde, l'EVA, le coton et le palmier à huile. Comparé à 2016, le prix plancher garanti aux producteurs a connu une baisse de 30% en 2019. La nouvelle génération doit être attirée par l'industrie. Plus les prix du cacao vont augmenter, plus les exploitants vont améliorer leurs revenus. Il n'y a pas de chocolat sans les cacaoculteurs. Selon certains observateurs, l'adoption à l'unanimité du prix plancher pourrait, à court terme, provoquer un regain d'intérêt du côté des jeunes. Mais à long terme, l'on pourrait assister à une surproduction dans de nombreux pays, ce qui tirerait les cours sur les marchés vers le bas. Je pense que le marché du cacao mondial, il est vaste. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc je pense que si ces mesures-là sont bien monitorées sur la durée, alors les effets pervers en termes de baisse future des prix pourront être suffisamment contenus. Mi-juin 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient annoncé la suspension de leur vente de cacao qui sera récoltée lors de la campagne 2020-2021 avec pour objectif d'atteindre un prix minimum de 2600 $ la tonne et créer une plus-value pour les producteurs. Pour rappel, la culture du cacao est effectuée par près de 800 000 producteurs en Côte d'Ivoire. En Libye, alors que les deux camps rivaux demeurent dans l'impasse sur le terrain militaire, le conflit risque aussi de s'envenimer autour de l'économie et de la gestion des ressources de ce pays pétrolier. Et plus de 2 mois après le début de l'assaut du maréchal Khalifa Haftar, les autorités dressent un bilan alarmant. Pour le ministre de l'économie, l'offensive a mis fin au programme de réformes économiques. Sur place, certains tentent de trouver des solutions pour subvenir aux besoins du quotidien. Siamlo Victoria Sedji. Pour faire face à la crise économique, les femmes libyennes investissent dans l'industrie de la mode en vendant des croquis sur Internet. À l'instar de l'architecte et professeur Seham Saleh, de nombreuses femmes ont lancé des start-up dans ce segment en pleine croissance. Avec 5 autres femmes, Seham Saleh dispose d'un atelier vendant jusqu'à 50 pièces par mois. Elle envisage de passer à une autre étape d'ici 2020 en ouvrant un magasin sur Djaraba, principale avenue de la mode à Tripoli, la capitale. Mes dessins reflétaient au départ la situation actuelle en Libye. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur l'idée de l'identité libyenne et sur la manière de la renforcer. Progressivement, cela s'est développé pour devenir un projet doté d'objectifs, d'une vision future. Si les opportunités sont bien réelles, la crise de trésorerie que traverse le pays rend difficile l'accès au financement. Le Centre d'études et de développement Joussor, fondé par Yasmine Krouja, propose des conseils juridiques et des bureaux pour soutenir les femmes. Elle en a déjà formé une trentaine. Les banques ne consentent pas de prêts, ce qui stoppe les projets et les empêche de se développer ou d'employer d'autres femmes et jeunes. En Libye, l'entrée des femmes sur le marché du travail constitue une bouée de sauvetage dans cette crise économique et le besoin de revenus supplémentaires dans les ménages a pratiquement changé leur situation car rarement occupant des emplois en dehors de l'enseignement. Près de 30% de femmes sont sur le marché du travail selon un rapport de l'ONU datant de 2015. On en vient à présent à la dernière publication de Hamidou Anne, Penser l'Afrique qui vient. C'est le titre de son dernier ouvrage dans lequel l'écrivain sénégalais expose les défis auxquels fait face la jeunesse africaine. Reportage entre correspondants El Hadjon Ndiaye. L'émigration clandestine et le djihadisme, deux fléaux qui ciblent la jeunesse africaine et qui sont pointés du doigt par l'écrivain Hamidou Anne dans son ouvrage intitulé « Penser l'Afrique qui vient ». À travers les lignes de 92 pages, l'auteur interpelle non seulement la jeunesse africaine, mais aussi les acteurs politiques. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas l'esprit patriotique, l'esprit en tout cas de fierté nationale et continuent encore à recevoir des solutions, voire des directives de l'extérieur. Mais aussi nous n'avons pas changé de modèle. Nous articulons nos politiques publiques par rapport à un modèle peut-être qui ne marche pas, qui n'a pas marché en Europe, notamment eu égard aux défis écologiques, politiques, etc. qu'on retrouve partout dans le monde.
Et c'est de dire, voilà, malgré la diversité des pays, malgré la diversité des contextes, les problèmes de l'Afrique sont essentiellement politiques et en cela, les solutions sont tout aussi politiques. Les Africains sont responsables de leur retard selon Hamidou Anne. Pour l'écrivain, il est primordial de revoir le système éducatif africain. Parce qu'on ne peut pas forger aujourd'hui une nation sans pour autant repenser l'éducation, sans pour autant former ceux qui sont appelés à gouverner nos pays demain. C'est aussi de penser à une indépendance totale, à une indépendance substantielle, ce que j'appelle une indépendance substantielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des décolonisations de fait, mais qui ne permettent pas, à mon avis, d'aller vers une forme d'indépendance totale, vers une forme de recouvrement de nos souverainetés sur nos pays. Penser l'Afrique qui vient est son premier livre, mais il a coordonné en 2017 l'ouvrage collectif Politisez-vous. Pour lui, la jeunesse africaine doit se politiser et prendre toute sa part dans le combat qui sied au continent en vue de l'émanciper. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.